Alors, ben voilà, ça c'est un petit message. Je ne sais pas s'il s'affiche sur vos écrans aussi, hein, pour dire, on l'a mis spécifié dans l'invitation. On enregistre ces jeudis de la fabrique pour que les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir puissent prendre connaissance des échanges. Hop, j'ai compris. Hop, alors. À l'université Gustave Eiffel, je peux demander ce que vous faites ou c'est totalement indiscret? Ah, alors Pascal, ben voilà, on découvre, c'est intéressant, c'est moment informel aussi, même dans la visio là, hein, ça n'a pas encore commencé, donc on n'est pas encore dans le formel. Je vous laisse répondre, Pascal. C'est le message principal qu'on voulait faire passer, il faut maintenir des temps informels comme ça. Voilà. Et j'ai pas entendu, si c'est pour moi, j'ai pas entendu la question. Non, je m'interrogeais sur l'université Gustave Eiffel, où je connais un petit peu des gens autour du LATS, essentiellement, et je m'interrogeais sur voilà, quel était votre rattachement à Gustave Eiffel et votre fonction. Alors, j'ai plusieurs casquettes, hein. À la base, je suis un mathématicien, donc je suis enseignant-chercheur, hein. Mais ce qui m'a amené parmi vous ce soir, c'est que je suis vice-président en charge du numérique pour l'université. Donc, ce qui est numérique m'intéresse et je travaille aussi avec Brinov. D'accord, d'accord. Okay. C'est comme ça que j'ai eu l'info. Voilà, Jean-Marie, vous demandiez est-ce que les participants à ces jeudis de la fabrique sont exclusivement du 77, et là, je vois, et vous devez voir aussi, que nous avons accueilli un UBIC, et en dessous, je vois pour un numérique inclusif en Nouvelle-Aquitaine. Donc, voilà, nous accueillons plus largement. Bonjour à tous. 77. Bonjour. C'est tellement vaste, la Nouvelle-Aquitaine, en même temps qu'on ne sait plus où on est. Un quart de la France. Ah non, quand même pas. J'ai l'Occitanie. Alors, donc voilà, Florence nous rejoint. Bonsoir Florence. Du ressentiment, parce que comme j'ai exercé longtemps des responsabilités au Conseil régional du Limousin, à l'époque où la région Limousin existait et n'avait pas été intégrée dans ce grand ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, donc c'est pour ça que je me permettais cette remarque. Voilà, on va attendre encore 2 minutes. Je sais que quand Didier fait l'accueil de ces jeudis de la fabrique, il tient à ce qu'il appelle les 5 minutes brillardes. Voilà, donc moi sur mon horloge est 18h03, donc nous avons encore 2 minutes pour ce temps d'échange informel, et puis ensuite je commencerai les présentations et donnerai la parole à nos invités. Et en fait, derrière le label UBIC, qu'il y a exactement? Alors Bonjour à tous. Du coup, UBIC, je ne sais pas si vous connaissez les hubs pour un numérique inclusif en France, mais du coup, on est un des hubs pour un numérique inclusif. Donc, c'est une structure intermédiaire entre le national et le local au niveau de la région pour fédérer en fait et être une tête de réseau de l'ensemble des acteurs publics et privés de l'inclusion numérique sur le territoire. Donc, on a un centre de ressources et une coopérative régionale. D'accord. Et concrètement, et quel genre de projet alors, on fait de l'ingénierie et du conseil, de la formation, de l'animation territoriale et aussi de l'accompagnement de projets économie sociale et solidaire, mais pas que. D'accord, d'accord. UBIC, voilà, on a appris quelque chose à l'instant. Non pas sur la nécessité d'avoir un numérique inclusif, là, on est d'accord, mais sur l'existence d'UBIC militant pour le numérique inclusif. J'invite, s'ils le peuvent, évidemment, Florence, Romain et Eric à mettre leur caméra pour qu'on les sente, qu'on les voit et qu'on les sente peut-être plus proches de nous. Voilà, je sais que parfois c'est compliqué, donc si ça l'est, on restera comme ça. Voilà, 18h05. Donc, voilà, très bien. Oh, mais il y en a même qui ont la chance d'être dehors. C'est cela. Et Eric nous dit bonsoir. Hop, voilà.
Bienvenue à tous. Je remplace au pied levé Didier Gallet qui ne peut être présent dès 18h et qui va nous rejoindre, je l'espère, et lui aussi pendant le jeudi de la fabrique. Donc rapidement, les jeudis de la fabrique, c'est un rendez-vous de la fabrique de territoire 77 porté par Brinov sur un format court comme ça, d'1 heure de rencontre virtuelle, enfin en visio, sur un thème et autour d'un invité, voilà, qui vient nous rendre compte d'une expérience ou d'un outil qu'il connaît et en lien avec les thématiques et les questions qu'on peut se poser au sein des tiers-lieux et de notre réseau. Et donc ce soir, c'est autour de l'ouvrage Pour un numérique du bien commun qu'on vous a donné rendez-vous. Donc un livre qui a été écrit par 4 auteurs, dont 2, on le voit là, merci, dont 2 sont présents ce soir. Bernard Jarry-Lacombe, un ancien ingénieur, membre de la CFDT Cadre. Je lis la présentation que m'a laissé Didier. Et il nous en parlera peut-être, également chargé de mission au sein du pôle Société de la Conférence des évêques de France. Et Jean-Marie Bergère, philosophe, spécialiste en dialogue social, reconnu comme un expert du management du travail et de la gestion de l'emploi. Voilà, les 2 autres auteurs du livre sont François Heuvet et Hubert Tardieu. Voilà, donc je vais donner la parole à Bernard et Jean-Marie, enfin la parole et l'écran, puisqu'ils ont des choses à nous montrer. Voilà, pour que vous nous parliez de votre ouvrage et un peu de comment vous êtes mis au travail à 4 pour le rédiger. Et ensuite, on prendra un temps de questions et d'échanges autour de votre présentation. D'accord, merci. Avec Jean-Marie, on s'est dit qu'on allait faire peut-être moitié-moitié entre un temps où on prend la parole pour un peu présenter le pourquoi et le contenu du livre, et puis donc on le fera un peu à 2 déjà, et puis ensuite répondre plutôt en débat, à discuter, quoi. Alors, je vais juste quand même commencer pour clarifier cette histoire de trajectoire personnelle, parce que donc moi j'ai une formation d'ingénieur, j'ai passé une trentaine d'années chez Orange, plutôt dans tout ce qui était R&D puis réseau. Ensuite, j'ai passé une dizaine d'années à la CFDT Cadre. Donc là, j'occupais beaucoup de management notamment. Et puis depuis 5 ans, je suis à la Conférence des évêques de France. Donc là, je vais expliquer un tout petit peu pour que vous compreniez, parce que suivant les personnes, ça peut être soit quelque chose d'étrange, soit quelque chose d'incompréhensible. Donc je préfère expliquer tout de suite. En fait, dans la conférence, il y a plusieurs services. On appelle ça des services nationaux. Imaginez que c'est un peu comme le siège social, quoi, d'une grosse structure qui s'appelle l'Église catholique. Et dans cette structure, il y a des services nationaux et il y a un service en particulier qui s'appelle Famille et Société, donc qui est tourné vers tout ce qui est les questions sociétales. Donc on va y travailler sur l'écologie, sur l'économie, sur l'armement, le désarmement, sur donc les technologies. C'est la partie dont je m'occupe. Et puis il peut y avoir pas mal d'autres sujets, les relations avec les élus, par exemple, etc. Voilà. Donc l'idée est de mener en permanence une réflexion, puis une forme de veille aussi sur ce qui se passe dans la société pour faire des propositions ou des analyses, soit à notre tutelle, je dirais, entre guillemets, c'est-à-dire les évêques, hein, qui ont besoin effectivement parfois qui sont demandeurs d'explications, et puis aussi parce qu'on a aussi une grande liberté de réflexion, et donc c'est intéressant. Voilà, donc c'est à ce titre-là que je suis là, en tant que bénévole, et honnêtement, c'est très passionnant, parce qu'on est en contact avec énormément de gens de toutes sortes, et on n'est surtout pas fermé sur nous-mêmes. Voilà. Et ça, c'est le point de départ du travail qu'on a fait, c'est-à-dire j'avais un peu carte blanche pour réfléchir aux technologies en général, et on s'est dit que le mieux, c'est de commencer par une grande évolution en cours qui est portée par le numérique, provoquée par le numérique, et on a procédé en lançant un groupe de travail. On a commencé à faire du réseau pour tous les gens qu'on connaissait. C'est par ce biais-là que Jean-Marie nous a rejoints. On a rencontré beaucoup d'universitaires, de chercheurs, mais aussi de philosophes, y compris aussi de théologiens, qui ont des choses très intéressantes à dire par rapport à tout ça. Voilà, donc on a fait un groupe de gens très divers, d'opinions très variées. Ça va de croyants à des non-croyants, donc il y a toute la gamme. Et l'idée, c'est que
ne peut pas faire une réflexion sur la technologie en chambre, c'est une réflexion avec nos concitoyens, quoi. Au départ, c'est une réflexion en tant que citoyen. Voilà. Et puis ensuite, donc, il y a un autre travail qui va être en cours, qui est plus une réflexion en lien avec la théologie, mais ça, c'est un autre groupe de travail, je dirais, mais c'est aussi assez passionnant d'écouter les liens qui peuvent être faits. Voilà. Moi, je suis arrivé, donc j'ai un parcours qui est très différent de celui de Bernard. Je suis philosophe de formation, je n'ai jamais, en revanche, enseigné la philosophie, j'ai enseigné à l'université ensuite, mais plutôt sur mon sujet qui a été mon sujet de travail, c'est-à-dire les politiques et les dispositifs de gestion de l'emploi. J'ai travaillé alternativement en entreprise, je le disais tout à l'heure, pour un conseil régional. J'étais directeur général de l'Agence régionale de développement pendant un peu plus de 8 ans, où on s'est d'ailleurs beaucoup occupé de numérique à l'époque. Et il s'agissait aussi de sortir des zones blanches, notamment le plateau de Millevaches et d'autres territoires, et puis de développer les usages auprès des entreprises, notamment. Et puis ensuite, j'ai dirigé un club d'entreprise qui expérimentait des méthodes de gestion de l'emploi. Donc, j'ai travaillé à l'Observatoire des cadres. C'est là que j'ai rencontré Bernard, donc dans la proximité avec la CFDT. Et quand il m'a proposé, puisqu'après c'est lui qui a piloté le travail, c'est lui qui a eu l'initiative, qui a piloté, et il m'a proposé effectivement de rejoindre le groupe. Alors, il l'a très bien dit, pour aussi avoir des opinions, pas simplement des parcours professionnels, mais aussi des convictions philosophico-religieux, je ne sais pas exactement comment les nommer. Dans le livre, je me présente effectivement en étant athée et n'ayant aucune attache religieuse, quelle qu'elle soit. Mais d'abord, par amitié pour Bernard, j'avais vraiment à cœur de répondre positivement. Et puis, il me semble qu'il faut rendre grâce, remercier aussi les religions, souvent de poser des questions en termes éthiques. Et il me semble que sur le numérique, ce que nous avions à faire, c'était effectivement de sortir d'une réflexion sur les usages, sur la 5G ou pas, d'adopter d'autres critères que des critères d'utilisation, que des critères liés à la performance du numérique qui est très grande. Et qu'il fallait effectivement poser des questions éthiques, de s'interroger sur la société qui se construisait grâce ou malgré le numérique, et est-ce que c'était la société que nous souhaitions, et aussi répondre peut-être, sur le numérique, il y a bien sûr, se situer, il y a un petit peu il me semble qu'il y avait deux courants qui ne sont pas de la technologie, c'est-à-dire l'un qui, un peu bluffé par tout ce qu'on peut faire, va aller vers un techno-optimisme, en un clic on résout un peu tous les problèmes, mais qu'à l'opposé, il peut y avoir aussi une attitude qui me paraissait et qui nous a paru dans le groupe aussi néfaste, qui était un peu une sorte de panique devant quelque chose qui prend toute la place dans nos vies, qui va nous accaparer, qui va décider pour nous. L'intelligence artificielle va mettre l'intelligence humaine dans un deuxième lot, dans un rôle très secondaire, ce qui peut créer une certaine panique. Et par rapport à cette inquiétude, voire à cette panique morale, ça me paraissait intéressant effectivement de me mêler à cette discussion, aussi en mobilisant ma formation initiale de philosophe, certainement. Et j'ajouterais, et après je termine ma présentation, que je suis un vieil adhérent de base de Brinov, et un compagnon de travail de Didier, voilà, dans diverses aventures passées. Voilà, donc effectivement, on a un petit peu posé le décor, puisque la démarche dont on va parler, elle avait pour but de comprendre les questions, de poser, de les identifier, les questions de nature éthique par rapport au numérique, et puis les questions un peu, est-ce que l'anthropologie est en cause? Est-ce qu'il y a des conséquences anthropologiques qui sont peut-être pas encore complètement visibles, c'est des signaux faibles, mais est-ce qu'il y a des effets anthropologiques qui apparaissent déjà clairement, et donc poser la question sur ce que ça peut donner par la suite.
Et puis, ce que vient de dire Jean-Marie est important aussi, c'est-à-dire que ni optimisme BA, ni pessimisme violent. On n'est pas face à quelque chose qui est blanc ou noir. On est face à quelque chose qui est à la fois hyper intéressant et qui est aussi qui mobilise beaucoup d'énergie dans le monde et qui a des effets peut-être aussi un peu négatifs. Et c'est ça qu'on va essayer aussi de distinguer, le positif et le négatif. Sachant qu'il n'y a rien de définitif dans tout ça. On est dans une histoire et il faut un peu s'interroger sur la trajectoire dans laquelle on est. Donc, ces groupes… Oui, tu partages ton écran maintenant? Oui. Ces groupes de travail, on a travaillé pendant à peu près 3 ans. Et puis, comme tout groupe de travail, à la fin, on s'est dit qu'il faudrait peut-être qu'on écrive un peu quand même un rapport. Donc, on a fait un premier rapport. Parce qu'on s'est dit, on a quand même bien travaillé. On a quand même interrogé à peu près une trentaine d'experts. Ça va de Laurence de Villers à Dominique Cardon, à des philosophes, à Jean-Gabriel Ganassia, etc., etc. Donc, on a interviewé quand même beaucoup de gens, y compris aussi des entrepreneurs, le patron du DF Commerce, etc. Voilà. Donc, on leur a tous posé la question, c'est quoi le numérique pour vous? Qu'est-ce qui est en train de se passer? La CNIL, enfin, on a vu le CCNE, enfin, on a vu énormément de gens. Donc, c'était quand même dommage d'avoir toute cette matière et de ne pas se dire, faisons un peu une synthèse de tout ce qu'on a compris et qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà, donc, on a fait notre rapport. Une fois notre rapport écrit, on s'est dit, maintenant qu'il est fait, c'est dommage de ne pas le partager. Donc, on l'a proposé à des éditeurs. Et puis, finalement, on a atterri chez Odile Jacob qui a dit, écoutez, c'est un document qui fait un peu un 360 degrés. Ce n'est pas un document technique, ce n'est pas un document purement philosophique. C'est des citoyens qui réfléchissent à ce qui est en train de se passer autour de ça. Voilà. Donc, alors, je vais partager quelques transparents. Alors, par contre, il faudrait qu'en tant qu'animateur, tu m'autorises le partage d'écran. Alors, pourtant, on avait répété tout à l'heure et il était prévu que un petit icône apparaisse en me disant que je vous donnais la possibilité de partager votre écran et ça n'apparaît pas. Alors. Là, vous le voyez, là? Non, peut-être pas encore. Alors, Voilà. Il arrive. ça c'est bien? Oui, Ça y est, c'est bon. Oui. Non, ça c'est mon écran à moi. Oui, mais Ah. ça a progressé quand même. Je vais partager quelque chose. C'est pas le bon écran, tout ça, mais bon. Alors, attends, je vais peut-être revenir en arrière, moi, de mon côté. Si peut-être que si je mets qui peut partager. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, attends, je me suis trompé de bouton. Bon, il va peut-être revenir tout seul. Alors, j'ai autorisé tous les participants à partager leur écran. Ouais. Si vous allez dans partager votre écran et que vous cliquez, normalement, il va apparaître. C'est moi qui ai fait une petite erreur. Voilà. Ça paraît toujours pas? Non. Bon, alors. Voilà. Et tu es autorisé normalement. Maintenant, je suis autorisé. Je reviens moi sur la session. Je me fais ça. Je me fais des malheurs. Là. Voilà. Tac. Pourquoi il m'a jeté ça? Ça reste un passage obligé, à mon avis, d'avoir les quelques minutes de stress technique et c'est effectivement et de stress associé. Je suis quand même très inquiet parce que j'ai perdu Zoom. Là. Alors attendez, on va recommencer tranquillement. Parce que là, on se voit toujours. Si quelqu'un a des compétences pour… Non mais voilà. Alors, voilà. Alors. Voilà. Tu me réautorises. Voilà. Rejoindre l'audio. J'ai compris ça. Voilà. Tac. Et voilà. Je commande, mais je suis un peu lâche parce que j'ai délégué à Bernard la gestion technique. Ah. Et je me suis dit qu'un ingénieur, normalement. Ne vous inquiétez pas, il est toujours critique. Ça. Alors, est-ce qu'on devrait avoir quelque chose là? Oui, attends, ça vient. Une seconde. Très bien. Un peu de patience. Je vais ouvrir le PowerPoint parce que du coup, il a disparu lui aussi.
Voilà. Voilà, on est sur le point d'y être. On n'a jamais été aussi proche. Voyons ça. Tac. Voilà. Est-ce que vous l'avez? Oui. Très bien, Bernard. Voilà. Merci pour votre patience. Idéalement en plein écran. Enfin, Oui, j'essaye là, voilà. Oui, alors nous on a, cette réunion est enregistrée, je sais pas. Attends, là c'est vrai. Je clique dessus. Mais ça, il n'y a que nous qui voyons ça. Vous n'avez pas un petit pavé noir au milieu de l'écran chez vous? Non, Allô? pas de pavé noir. Bon, parce que nous on a un pavé noir qui nous dit que cette réunion est enregistrée. Attends. Oui, il faut accepter Oui, il faut accepter. et ça va disparaître. Je vais continuer. Voilà. Bon, c'est parti. Donc voilà. Ça, c'est le titre. Donc la dimension enjeu anthropologique et éthique est bien rappelée. Alors, dans notre démarche, au fond, qu'est-ce qui est à l'origine de cette démarche? C'est de se dire qu'on est devant un phénomène majeur. Majeur pourquoi? Parce que pour une population mondiale de presque 8 milliards d'humains, il y a quand même 5 milliards d'internautes recensés. Il y a de l'ordre de 4 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux et 3 milliards de smartphones dans le monde. C'est quand même quelque chose, c'est un phénomène majeur compte tenu en plus de l'histoire récente. Trois points d'observation aussi qui sont très alertants. Le numérique consomme de plus en plus de notre temps professionnel, notre temps personnel. Les statistiques sur ce point-là sont assez éloquentes, puisque en gros, c'est de l'ordre de 3 à 4 heures par jour actuellement sur les écrans. C'est quelque chose d'absolument énorme. Le numérique collecte et stocke de plus en plus de données. Alors, c'est le contenu des données, mais c'est aussi la volumétrie qu'il faut gérer dans le monde. Donc, on imagine derrière toute l'infrastructure technique de gestion de ces données, donc ce qu'on appelle les clouds, etc. Et puis, donc, de ce fait, le numérique consomme de plus en plus de ressources. Donc, ça, c'est le lien avec ensuite la dimension plus écologique, consommation des ressources de la Terre, production de pollution, etc., climat, etc. Voilà, donc là, on est sur 3 points qui d'entrée de jeu, devraient tous nous interroger énormément. Quand ensuite on va progresser dans la réflexion, on est amené rapidement à se dire, mais au fond, quelle société sommes-nous en train de construire? Première chose, essayer de comprendre. Et deuxièmement, et c'est là qu'on va revoir la dimension éthique tout à l'heure, au fond, si on parle de ça, c'est par rapport à quelle société que nous voudrions construire. Voilà. Après, on verra qu'il y a d'autres questions. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les aborder, mais c'est la place du système technique dans la société et dans l'histoire et dans tout ce que nous faisons. Voilà. Au fond, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a des promesses et il y a des menaces. Et quelles sont ces promesses et ces menaces? Alors moi, j'aime bien rappeler Jean-Claude Guilbault, donc, qui est un journaliste et un écrivain qui, dès 2010, parlait du 6e continent. Il resituait le numérique, quand il réfléchit en 2010, parmi les grandes évolutions en cours, donc l'évolution à la mondialisation, la révolution énergétique, la révolution climatique, et il mettait la révolution économique et la révolution numérique. Et du coup, il disait, par contre, avec ça, avec le numérique, on est en train de construire le 6e continent, qui est un continent qui n'a pas de réalité, qui est un continent un peu virtuel, évidemment, mais qui recouvre le monde entier. Donc ça, je trouve que c'est déjà une réflexion qui nous intéresse. Bon, là c'est en gros les thèmes qu'on va passer en revue. La démarche, on a un tout petit peu parlé, donc je n'en parle pas plus. Et on va essayer de voir, au fond, qu'est-ce qu'on entend par numérique aujourd'hui. C'est déjà une des questions. Refaire un tout petit zoom sur son développement, parce que ça c'est quand même très, très important de voir qu'on a en gros 50 ans d'histoire derrière nous, mais en fait, en réalité, on en a que maximum 20 de grande évolution actuelle. Le fait que toutes nos activités sont concernées, c'est évident, mais ça mérite quand même qu'on le redise. Et puis après, on va parler de ce qui est en train de se passer au niveau anthropologique, au niveau éthique, et puis le fil conducteur de notre réflexion qui est rapidement apparu, c'est qu'au fond, à travers tout ça, est-ce qu'on travaille pour le bien commun? Et après, on fera une petite conclusion. Alors, le numérique, c'est déjà intéressant de se dire que c'est à la fois
c'est l'héritier de l'informatique, au sens grand-papa, c'est-à-dire jusque dans les années 60-70, les ordinateurs, les très gros puis les plus petits. Ça a été ensuite l'apport des télécommunications pour relier ces ordinateurs, puis la naissance d'Internet en tant qu'un réseau, déjà un peu plus une couche de réseau au-dessus de télécom, et puis au debout de ça, il y a des terminaux, ça c'est les utilisateurs, plus bien sûr tous les serveurs, et puis au-dessus de tout ça, se sont développées une couche d'applications, et c'est là qu'on est aussi dans une créativité absolument illimitée. Alors, si on demande à des gens, supposons qu'on fasse un micro-trottoir, qu'est-ce que c'est pour vous le numérique? Ils ne vont pas vous dire que c'est tout ça, l'informatique. Non, ils vont vous dire, c'est les écrans. C'est ce que je vois. Moi, utilisateur, ce que je vois, c'est un écran. Il peut être fixe, il peut être mobile. En tout cas, je suis connecté. C'est des usages. Donc, des exemples moteurs de recherche, la messagerie, etc. Mais c'est aussi, en termes d'usage, des usages, je dirais, professionnels. Le travail, avec le travail à distance, notamment. Très grande évolution. C'est aussi l'instantanéité dans l'accès, dans l'interactivité. C'est aussi un peu du no limit. No limit, parce qu'on le voit sur le temps, on le voit sur les volumes, on le voit sur la géographie aussi. C'est no limit, c'est mondial. C'est permanent et c'est généralisé. Ça concerne quasiment tout le monde maintenant. Il y a aussi un modèle spécifique économie, enfin un modèle économique qui est spécifique. On reviendra un tout petit peu dessus, mais ça c'est aussi un peu important. Et puis au niveau de l'usager, nous sommes tous, il y a une notion d'un doudou. C'est un doudou. On ne peut plus se trimballer sans son téléphone portable à la main. Vous n'avez qu'à prendre les transports, les restaurants et tout ça. C'est un vrai doudou. On est perdu si on n'a plus son doudou. Voilà. Et du coup, de doudou, il y a aussi la protection. Donc il y a peut-être aussi une avancée psychologique et une régression psychologique qui est portée par ces engins-là. Repères technologiques, je passe très très vite, juste avoir quelques repères en tête. Les pionniers de l'informatique, c'est le passage des premiers ordinateurs énormes pendant la guerre, des années 45, disons, et puis l'arrivée, c'est la grande ère de IBM, c'est l'IBM 360 dans les années 60, donc le passage aux transistors et aux premiers très gros ordinateurs scientifiques, puis de gestion progressivement. Et puis des années où ça a bifurqué. C'est les années 60 à 72, 73. Et là, c'est l'ère des pionniers des réseaux de téléinformatique. C'est des chercheurs. Alors, là, on est vraiment plutôt du côté de la Californie, avec des chercheurs donc, relativement marqués par une philosophie libertaire, des mouvements libertaires californiens, dont un peu la philosophie était de porter une nouvelle société en forme de réseau, société ouverte, moins hiérarchisée, etc. Donc, c'était à la fois techniquement interconnecté des machines, du logiciel, des machines, et humainement développer une nouvelle forme de réseau social. Donc, on arrive au niveau de toutes ces années-là, c'est l'année d'expérimentation. Alors, les Français ont été extrêmement présents dans ça, avec le projet Cyclades, s'il y en a qui ont un peu vu ça. C'est les Français qui ont aussi beaucoup travaillé sur la commutation de paquets, qui est à l'origine de tout ça. Donc, il y a quand même un rôle un peu européen, notamment français, puis aussi anglais, dans cette partie technologique. À partir de 1974, les développeurs sont mis d'accord enfin sur un protocole qui s'appelle TCP/IP. IP veut dire Internet Protocol. Et c'est devenu, ce protocole a enfoncé tous les autres protocoles. Je ne sais pas sur toutes les guéguerres qu'il y a eu. Et à partir de là, s'est lancé un nouveau projet aux États-Unis, lancé par la National Science Foundation, qui a lancé un grand réseau au départ universitaire basé sur ce protocole. Et puis ce réseau, on en a trouvé des développements un peu partout, dans d'autres pays, et est arrivée l'idée de les interconnecter tous, donc de commencer à structurer sur une base longue distance, base internationale, etc., des réseaux. On est arrivé donc à un vocable qui avait déjà été inventé, mais on peut vraiment parler à partir de 85 d'Internet. Et on commence à trouver là
des problèmes de gouvernance. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera du bien commun. Premier problème de gouvernance, c'est que quand on a mis en place Internet, il y avait quand même des infrastructures qui étaient portées par des entreprises, des universités, des armées, des gouvernements, etc. Mais il fallait aussi partager les adresses. Donc, il est arrivé rapidement la question de développer un adressage mondial autour d'Internet, donc de partager des registres, ce qu'on appelle des registres d'adresses, et puis aussi de définir des points où les réseaux allaient se raccorder les uns aux autres. Voilà. Et là, à partir de à peu près 1988 à peu près, on a créé une structure internationale, une forme associative pour gérer tout ça. Manque de chance au départ, c'était quand même une initiative un peu américaine, et donc le gouvernement américain a mis un peu le grappin là-dessus, et il a mis le grappin de telle sorte qu'il y a eu des conflits énormes entre, en gros, pays développés, États-Unis, autres pays développés, l'Europe en particulier, pays en voie de développement. Tout ça, il y a eu des combats assez épiques, jusqu'à Trump, en 2017, qui prétendait toujours que l'Internet appartenait aux États-Unis. Or, par définition, l'Internet, il appartient à personne. Il y a des bouts de réseau qui appartiennent à des opérateurs, mais l'interfonctionnement de tout ça, ça appartient à tout le monde. Il n'y a pas de propriété. Voilà. Donc, ça a été reversé, et ça a été reversé complètement dans cette structure internationale associative. Puis, je sens que tu ne veux pas… Non, mais vas-y. Je termine juste là, c'est aussi intéressant, parce que Internet, à ce moment-là, c'était quoi? C'était des adresses. Si je voulais aller consulter un site, il me fallait l'adresse physique du site. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, à partir dans ces années-là, a été recherchée l'idée d'avoir un adressage symbolique, c'est-à-dire que je puisse dire, par exemple, je m'intéresse au journal Le Monde. Voilà. Et je n'ai pas besoin de savoir où est-ce qu'il est situé physiquement, où sont ses ordinateurs, etc. Donc, est arrivée l'idée d'un système de traduction d'adresses symboliques vers les adresses réelles du réseau. C'est ce qu'on a appelé le web. C'est né au CERN, un chercheur du CERN, et comme le CERN est par définition une structure publique, il n'y a pas là aussi de notion de brevet et tout ça, les informations sont partagées, donc ce brevet est tombé dans le domaine public, a été remis dans le domaine public en 1993. Et à partir de là, il a été généralisé, il était utilisable par tout le monde. À partir de là, donc 95, on a techniquement le réseau WWW actuel, c'est toujours le même, mais on a vu naître les géants du numérique à ce moment-là. Si vous prenez toute l'histoire, en gros 95, 98, 2004, je crois le dernier, avec les géants du numérique qui sont nés, alors avec Amazon, avec Google, avec Facebook, et à chaque fois avec soit des idées que c'était pour le bien de l'humanité, notamment c'était le cas de Facebook, c'était, je ne sais plus comment il a tourné sa phrase, mais c'était la raison d'être de Facebook, c'était de rendre le monde meilleur. Voilà, c'était ça la raison d'être de Facebook, tel que Zuckerberg le présentait. Alors que d'autres, comme Google, au contraire, dès le départ, c'était exploiter l'idée des moteurs de recherche qui avaient été développés dans une université à Stanford pour en faire tout de suite un business rapidement, donc créer une entreprise avec ça. Donc on voit différentes approches. Amazon, ça a été pareil, c'est l'idée de la librairie mondiale en ligne et tout de suite faire de l'argent avec ça. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là? Il s'est passé que sont apparus les smartphones, la mobilité, les smartphones, les accès à très haut débit, donc au début la DSL, mais après la fibre optique. Et à partir de là, on est passé effectivement dans nos limites géographiques, nos limites dans les volumes, nos limites dans les débits, et on pouvait commencer à avoir de la connexion permanente, je dirais presque gratuite. Et on va voir le mot gratuit, ce qu'il veut dire. Peut-être, si je peux intervenir, même si je vois le temps passe rapidement, mais c'est intéressant parce que l'histoire, là, elle est présentée évidemment de manière chronologique et linéaire, mais en fait, les trois aspects que Bernard vient de présenter continuent à exister. Entre l'utopie initiale, une société beaucoup plus horizontale, du partage des connaissances, voire de la convivialité, premier élément, les questions de régulation publique, de protocoles communs,
Et puis, troisièmement, la privatisation, l'accaparement par quelques grandes entreprises de l'ensemble des dispositifs, ces trois éléments-là, ils ne font pas que se succéder, ils continuent tous les trois à exister. Et aujourd'hui, si on regarde, il y a toujours un aspect d'utopie qui reste là, de l'utopie initiale, qui occupe moins de place qu'au début, et qui permet néanmoins beaucoup de choses, y compris quand on est sur les réseaux des Fab Labs, des makerspaces, des tiers-lieux. On est plutôt toujours connecté à cette utopie initiale. La question de la gouvernance, de la régulation, aujourd'hui, notamment au niveau européen, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. En tout cas, ça reste une question qui est effectivement toujours là. Et puis, le poids des géants qui a permis l'explosion des possibilités, l'explosion des usages, mais qui est un facteur aussi qui est contesté aujourd'hui. C'est-à-dire que il ne s'agit pas, et pour personne, ni de remettre aux GAFA, ni à leurs équivalents chinois, aujourd'hui, l'ensemble du pouvoir. C'est bien le but des régulations. Mais il faut reconnaître qu'en même temps, ils ont été un formidable vecteur du développement des usages. Voilà. Et ils ont compris où était le vrai moteur. Oui, juste vous faisiez une allusion au temps qui tourne. Effectivement, c'est bien si on arrive à rester dans le cadre qu'on s'est donné, cette tranche 18h-19h à 5-10 minutes, quoi. Et éventuellement, j'invite les participants, si vous avez des questions ou des remarques, à les noter sur vos papiers ou dans le chat, hein, ce qui nous permettra à la fin de les reprendre, ou en tout cas à nos intervenants d'en prendre connaissance si on n'a pas le temps d'y répondre. Je vous laisse continuer. D'accord. Alors, une question donc, qui se pose, c'est pourquoi l'ensemble des humains, quoi, des citoyens, disons, a adopté aussi facilement tous ces usages et tous ces outils. Et ça, c'est une question assez importante. Ce n'est pas qu'une question économique, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, quand on dit qu'en première approche, le numérique, c'est au fond la commodité et l'efficacité, plus l'immédiateté, mais je le mets de l'autre côté, ça veut dire qu'en fait, c'est un outil qui est analysé comme une réponse profonde, rapide à nos besoins et nos désirs. Et que en gros, on est dans le registre de la satisfaction et du plaisir. On aurait pu dire un peu la même chose de l'automobile à une époque. Hein. Bon. Mais comme pour l'automobile, je dirais, il y a une notion de soumission volontaire. On accepte complètement ça parce que ça nous amène tellement d'avantages et tellement de plaisir de pouvoir avoir une information tout de suite, trouver une information culturelle, géographique, technique, être mis en relation avec quelqu'un, tous ces messageries instantanés, tout ça. Donc, ça, c'est extrêmement commode, donc on s'y soumet. Mais par derrière ça, en fait, il y a une double finalité dans cette affaire-là. Donc, il y a la finalité, celle de l'utilisateur, qu'on vient quand même décrire, mais il y a aussi la finalité de nourrir le système lui-même. Et c'est là qu'on arrive sur la mécanique qu'ont très, très vite compris les Google, en tout cas les GAFAM de manière générale, c'est qu'on pouvait proposer à l'utilisateur de la gratuité pour l'inciter à utiliser au maximum ces outils-là, en conséquence, on va lui demander une contribution, si je puis dire. Et bien la contribution, ça va être qu'il donne ses données personnelles. Et donc, à partir de là, ça, c'est les GAFAM qui l'ont compris le mieux, qui l'ont pris tout de suite comme modèle économique, gratuité du service versus collecte des données personnelles. Et à partir de là, ça a des conséquences absolument énormes. Et on va essayer peut-être d'en voir tout à l'heure. En tout cas, ces données personnelles, pourquoi pour eux, c'est la source du revenu? C'est parce que ces données personnelles, on va pouvoir les traiter, en extraire des profils, en extraire des informations de type économique, on va revendre à des entreprises, on va pouvoir faire de la publicité, etc. Donc, il y a toute une monétisation, une valorisation des données qui sont collectées et qui, depuis une quinzaine d'années, enrichissent de plus en plus ces grandes structures. J'ai envie d'ajouter simplement que le succès, et pourquoi on a été quand même, on s'est lancé à corps perdu, les grandes entreprises se sont créées sur ce secteur-là, c'est que ça correspond aussi à derrière une idéologie du progrès. Depuis les Lumières, en gros, on était dans une logique selon laquelle tout progrès technique
est un progrès pour la société, est un progrès humain. Alors, on voit aujourd'hui ce que ça a conduit à faire dans le domaine écologique, avec les difficultés ou le désastre, vous choisirez le mot que vous voulez, dans lequel cette croyance que tout progrès allait forcément être un progrès pour l'humanité, tout progrès technique, tout progrès scientifique devait être exploité parce que c'était par principe un progrès. C'est aussi ça qui a favorisé les données. On avait une nouvelle technologie, il fallait y aller sans réserve. Aujourd'hui, on est au stade, et c'est un peu ça la réflexion éthique, c'est dire, OK, est-ce qu'il ne faut pas aussi s'inscrire cette réflexion-là dans une éthique et une éthique du futur? On s'interroge sur notre responsabilité par rapport aux conséquences que ça va avoir. Voilà. Mais en tout cas, cette loi un peu gratuité versus donnée, c'est quelque chose qui n'existait pas au départ. C'est-à-dire qu'il a fallu trouver le bon modèle économique. Et là, on a un double modèle économique qui est celui des réseaux physiques qui sont derrière, parce que les télécoms, vous payez quand même quelque chose. Vous payez quand même un accès à un opérateur. Parce qu'il y a quand même des coûts à couvrir. Donc, c'est l'opérateur en fait, qui encaisse les coûts d'investissement. Et puis, les couches de services, donc les GAFAM, les offreurs de services, pour l'essentiel, parce qu'il y en a qui ont des abonnements payants, évidemment, mais pour l'essentiel, c'est le système gratuité contre vos données. Et c'est ça qui a permis cette extension hyper rapide de ce qu'on appelle globalement l'Internet. Alors, il y a d'autres choses qu'il faudrait quand même qu'on signale au passage. Je ne vais pas le développer, mais je le signale. C'est quand même très, très important. C'est qu'avec cette affaire des données de la gratuité, il y a toute une branche des sciences qui s'appelle la captologie qui est arrivée. Parce que si les données, vous voulez bien me les donner, malgré tout, moi, j'en ai besoin de plus en plus. Il faut que mes profits augmentent. Donc, il faut que je capte de plus en plus de données. Donc, il faut que je fasse de vous que je vous soumette face devant votre écran et que je prenne votre temps. C'est Netflix qui dit pourquoi, au fond, les utilisateurs ils dorment. Le temps de sommeil, c'est quelque chose qu'on peut récupérer pour leur vendre du service. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Ça illustre bien cette conception qu'on pourrait déformer complètement l'utilisateur en un objet qui est sous contrôle par le fournisseur de service. Donc, ça, c'est la première chose. Du coup, dérive de tout ça l'économie de l'attention. Si j'ai réussi à vous capter, prenez certains serveurs, ils ne vous lâchent pas. Ils ont mis au point ce qu'on appelle le scrolling. Et le scrolling, c'est une façon de vous tenir en permanence. Dès que vous avez terminé de voir quelque chose, visualiser quelque chose, on vous propose immédiatement autre chose. Et il est très, très facile de se laisser prendre et on cherchait une information de 5 minutes et 1 heure après, on est encore en train de regarder des choses qu'on ne voulait pas regarder. Et Saturnin a raison de faire remarquer dans le chat que ça a des effets très négatifs, effectivement, de sacrifier son sommeil, parce qu'il y a quand même le énième épisode de la série, machin, qu'il faudrait bien qu'on regarde avant demain matin, quoi. Et là, il y a quelque chose auquel il faut pouvoir résister, effectivement. Oui, il y a vraiment une notion d'accaparement là, ouais, qui apparaît. Deuxième point très important, c'est l'identité. Donc, je n'ai pas fait de slide là-dessus, parce que si je pars dans les slides, on ne va plus y arriver. Là. Deuxième point, c'est l'identité. C'est-à-dire que les personnes, jusqu'à présent, étaient plutôt identifiées par un nom, une adresse postale, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on échange entre personnes? Et ça rejoint les discussions réglementaires et politiques au niveau notamment de l'Europe, avec je ne sais plus comment ils appellent ça, le Digital Identity Wallet, c'est-à-dire le portefeuille d'identité numérique que chaque citoyen européen va recevoir. Et en fait, c'est quoi? C'est son numéro de téléphone mobile, c'est son adresse mail, et puis ça peut être une information d'ordre médical ou autre chose comme ça. Voilà. Mais ce n'est plus tellement votre nom. Le nom, il est associé à tout ça. Mais en fait, et quand vous recherchez des informations, c'est toujours maintenant l'adresse, les différentes adresses, notamment sur le mobile, parce qu'on peut vous joindre tout le temps, et sur l'adresse mail qui peut aussi vous joindre tout le temps. C'est ça qui est devenu la véritable identité. Donc là, il y a une transformation d'identité. Troisième point très très fort, c'est la mise en place des plateformes. Là aussi, c'est
une structure à la fois technique, à la fois de mise en relation entre les individus ou entre les individus et par exemple des fournisseurs de services ou des fournisseurs commerciaux. Voilà. Et les plateformes sont devenues un mode d'organisation de la société actuellement. Vous ne pouvez pas vous connecter à aucun des services sans passer par la plateforme du service. Vous pouvez pas, vous êtes même à la limite auto-entrepreneur ou vous êtes indépendant dans le travail, eh bien, vous échangez vos clients, vous les recevez à travers une plateforme, en relation. Vous êtes Uber, idem, etc. Donc, c'est une notion, ce qu'on appelle un peu vulgairement l'ubérisation de la société qui est en route. Et on voit bien qu'il y a des résistances, mais les résistances sont dans tous les sens. C'est des résistances à la fois juridiques, à la fois syndicales, mais aussi des gens qui voient aussi des avantages. Donc, là aussi, c'est un mouvement assez important. Mais la notion de plateforme, on la retrouve partout, y compris dans les données industrielles, etc. Un autre point, mais ça, on ne va pas le développer aujourd'hui parce qu'il n'y a vraiment pas le temps, il faudrait plus de temps. Mais quand on parle de numérique, ne pensons pas que Internet. Pensons à tout ce qui va avec. Je pense notamment à l'Internet des objets, c'est-à-dire que ce n'est plus l'Internet qui connecte que des humains, mais c'est l'Internet qui connecte des objets qui se mettent à travailler, à discuter entre eux par-dessus la tête des humains. On n'a plus besoin de… Vous pouvez avoir, je sais pas moi, un équipement chez vous qui discute avec un autre équipement indépendamment de vous. Le meilleur exemple de l'Internet des objets, c'est les enceintes connectées qui surveillent en permanence ce qui se passe chez vous. C'est l'intrusion totale avec identification faciale qui permet de savoir exactement qui est chez vous. Donc, ça enregistre tout. Ensuite, il y a donc, tout ce qui est de la technologie de qu'on appelle le big data, avec toute une notion de nouveaux métiers qui se sont créés, les data scientists, pour utiliser cette manne que sont les données. Les algorithmes, c'est quelque chose qui est très ancien, puisque c'est lié aux mathématiques. Mais les algorithmes ont évolué énormément, notamment sous l'impact. Alors, on les trouve partout. Beaucoup de décisions sont prises à travers les algorithmes maintenant. Et beaucoup d'algorithmes utilisent les méthodes de l'intelligence artificielle pour reproduire du raisonnement. Et là, on pourrait en discuter très, très longtemps, mais on ne va pas le faire maintenant. Un bel exemple de tout ça, c'est aussi la compréhension du langage humain et le dialogue entre humain et machine. Et là, un exemple qui me paraît très, très important à avoir en tête, c'est le chatbot. Et d'ailleurs, le CCNE, c'est le comité d'éthique dédié au numérique, CNPEN, a sorti un avis en fin d'année 2021 sur les chatbots pour attirer l'attention sur une dimension. Là, on rejoint la question éthique et anthropologique. Parce que les chatbots, d'abord, on ne s'en rend pas compte qu'on a en face de nous des chatbots à longueur de journée, sur notre téléphone, mais votre banque, tous les services, c'est des chatbots. On ne s'en rend pas compte. Mais les chatbots, maintenant, ils sont utilisés ou mis en œuvre sous la forme de robots. Enfin, on peut généraliser un petit peu. Mais c'est une façon de faire croire à des humains qui sont finalement, qui ne font pas trop attention, qui discutent avec d'autres humains. Et ça, c'est très, 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 sur le plan de l'avenir, disons, et sur le plan de l'anthropologie, on est en train de soumettre l'humain à d'autres créatures, je dirais créatures techniques, qui imitent l'humain, mais qui n'ont aucune conscience, aucune notion de leur existence, qui n'ont même pas la notion du sens de ce qu'elles racontent, mais pourtant elles donnent des choses qui reçues par les humains ont du sens. Voilà. Donc là, il y a tout un travail absolument gigantesque qui a été fait et qui continue, y compris pour maintenant avoir des interprétations de sentiments, de fatigue, de rire, etc. Donc, toute une expression de plus en plus humaine. Et tous ces outils-là sont utilisés maintenant dans les RH, dans le recrutement, à la douane, pour essayer d'aider des enfants autistes, pour accompagner des vieillards, etc. Donc voilà. Donc là, on est certainement, on va le retravailler un peu plus d'ailleurs, nous, mais dans une évolution majeure de ce que le numérique est en train de produire comme artificialisation un peu de la pensée, du langage, et donc du support un peu quasiment de l'esprit, quoi. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que… Sans penser pour autant
que c'est un mouvement qui serait direct, ou ce serait déterminé directement par la technique et qu'il n'y a rien à faire. Si la technique, si les robots sont là, alors forcément, ça va être comme ça et on va s'y soumettre. Non, il s'agit ni de résister forcément à ça, ni de juste accepter qu'ils sont là et donc ils vont tout faire pour nous, et d'inventer. Par rapport aux robots, il y a effectivement, c'est des questions complexes, puisqu'il y a ce bouquin qui s'appelle « Quand mon robot m'aimera ». C'est-à-dire, effectivement, si on lui donne la possibilité, si on le construit pour reconnaître, pour savoir exactement mon humeur quand je rentre du travail, en fonction de mon visage, de ce que je vais exprimer, on peut imaginer un robot qui répond immédiatement par les mots, les phrases, les gestes qui vont tout à fait satisfaire, qui vont correspondre exactement à mon humeur. Et le sens de ce bouquin, de la réflexion, c'est dire, est-ce que quand on rentre chez soi, est-ce que son conjoint a la même capacité à juger de notre humeur et à avoir les mêmes mots d'amitié, enfin, pas de consolation, le mot serait trop fort, mais d'empathie en tout cas. Et effectivement, à la fin, c'est la conclusion ironique du bouquin, on finirait par préférer son robot parce qu'il aura une empathie qui sera plus grande que les personnes avec qui on vit. Alors, évidemment, encore une fois, rien n'est écrit. C'est bien tout le sens de la réflexion éthique qu'on veut faire. Si les choses étaient écrites, on n'aurait pas fait les choses comme ça. On aurait dit simplement, voilà la technique et voilà les conséquences. Et puis, il faut s'adapter, il faut suivre le courant. Non, on est bien justement dans une réflexion qui dit, attendez, on peut inventer des choses en utilisant ces technologies, sans les craindre a priori, mais en étant conscient des conséquences que l'utilisation sans réflexion peut avoir. Oui, alors là, excusez-moi, je salue Didier qui nous rejoint au moins temporairement. Et voilà, on entend bien à quel point votre approche de ces questions est passionnante. Juste, j'ai l'œil sur la montre, donc si vous pouvez aller vers la fin de votre présentation, c'est l'exercice de ce format d'1 heure qui est frustrant, mais vous venez nous parler d'un livre après que chacun pourra aller prendre le temps de lire s'il le souhaite. Et voilà qu'on garde 5-10 minutes pour un peu de questions et d'échanges avec. On en a vu passer rapidement. Bon, j'ai sauté beaucoup de choses. Là. Mais on peut pas faire. Donc, finalement, ces questions éthiques, on vient juste de les introduire par le fait à chaque fois qu'on peut inventer quelque chose, c'est ce qui est marqué au milieu du transparent, tout ce qui est techniquement faisable sera fait un jour. Ça, c'est une phrase d'un prix Nobel. Et ça rejoint la même problématique que la bombe atomique ou que la bioéthique. Hein. Sur tous les domaines de la science, effectivement, on est tenté, et finalement, on a tendance à le faire, à aller toujours le plus loin possible de ce que notre capacité scientifique ou compréhension humaine nous permet de faire. La question, c'est est-ce qu'il faut s'interroger sur les conséquences éventuelles? Et à partir du moment où on s'interroge sur les conséquences éventuelles, faut-il s'interroger sur le fait qu'il faut arrêter certaines recherches? Là, on peut avoir les bébés transformés, les OGM chinois ont typiquement posé cette question-là. Donc, la deuxième question qui est posée, c'est que soit on sait, soit on ne sait pas, soit on est capable d'analyser ces questions éthiques sur l'invention, le développement. Mais une fois qu'on a la technologie, quand elle a été développée, est-ce qu'on peut la posséder sans l'utiliser? C'est bien la question qui est posée typiquement par la bombe atomique. Tous ceux qui ont la bombe atomique, est-ce qu'un jour, ils ne vont pas être tentés de l'utiliser? Donc, c'est ça. Et tout ce qu'on a vu sur les robots ou sur les robots, disons, ou le langage artificiel, la traduction automatique et la pensée avec l'intelligence artificielle, on est de plus en plus tenté de l'utiliser. Et d'ailleurs, ça se généralise partout, même partout en médecine, en psychologie, etc. Voilà. Donc, la question de l'éthique, c'est bien de discerner entre ce qui va dans le bon sens, qu'on appellerait peut-être le bien,
vers la vie, et ce qui peut au contraire un peu heurter la vie, la détruire, ou qui peut faire des dégâts, ce qu'on peut appeler le mal. Donc il y a une dimension morale dans l'éthique, et il y a aussi des dimensions extrêmement concrètes. Et ce que disait aussi Jean-Marie, c'est qu'effectivement, on ne peut pas avoir de pensée éthique ou de vision éthique si on n'intègre pas dans le temps une certaine vision qui regarde un peu d'où on vient, ce qu'on a fait jusqu'à présent, le présent qu'on est en train de développer, et puis l'anticipation sur les conséquences qu'on va avoir. Et ça, c'est très, très difficile. On n'est même pas politiquement et socialement structuré suffisamment pour réfléchir à ça. Et puis la question, elle a une dimension mondiale. Si un autre pays le fait, il y a tout un tas de questions extrêmement compliquées. En tout cas… Pardon, c'est parce que je vois Didier qui demande la parole. Je vous laisse finir votre phrase et puis on va l'écouter après. En tout cas, dans la question de l'éthique, il y a donc cette question de morale et il y a la question de la responsabilité. Je ne peux pas dire que je me pose des questions éthiques, je prends une décision sans assumer la responsabilité vis-à-vis de mon époque, de moi-même et mes concitoyens, vis-à-vis aussi des générations futures. Voilà, alors donc ça nécessite un certain nombre de repères ou de critères. Nous, on a appelé ça, pour simplifier, des idéaux qui nous permettent de porter une appréciation, ce qu'on appelle le discernement, c'est discerner philosophiquement ou autrement, ou spirituellement à la limite. Donc des idéaux de progrès de l'homme, progrès de justice, d'émancipation, de solidarité, etc. Voilà, et c'est à partir de ces éléments-là que tout seul, mais c'est très très difficile tout seul, ça n'a même pas de sens, c'est plutôt collectivement, on va pouvoir discerner si on est dans une forme de bonne direction ou de mauvaise direction et d'essayer d'en tirer les conséquences. Et là, ça devient extrêmement difficile. Didier. Oui, merci, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, je suis désolé de prendre en cours comme ça, les circonstances sont telles qu'on pourrait faire un sujet sur l'hôpital public aussi, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Par contre, on peut se dire que grâce au numérique, je peux vous parler de la salle d'attente où je suis. Donc moi, j'ai lu le bouquin, je ne sais pas si vous voyez, je prouve que j'ai lu le bouquin, que je l'ai lu avec intérêt. Je prends évidemment les échanges en cours, mais à un moment où vous parlez de société désirable, moi, c'est un concept que j'aime bien. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques lignes, effectivement, comment vous le voyez et quel principe, en fait, vous posez? Vas-y. Alors, merci Didier de cette question. Ben, assez rapidement, vous voyez bien qu'on est arrivé à… Notre but était bien de juger de l'utilisation de la technique, des développements de la technique, mais à partir d'un point de vue qui ne soit pas que celui du point de vue de la technique ou économique, le point de vue des entreprises qui développent et exploitent la technique. Bon, ce point de vue, on a vu, et là on le formulait en termes d'éthique du futur, de responsabilité, en termes aussi où dans toute réflexion, il y a des valeurs, des idéaux qui interviennent. On est aussi des êtres humains qui ne sont pas uniquement dédiés à l'utilité, au raisonnement utilitariste, est-ce que ça marche ou pas? On a aussi une réflexion sur, on inscrit tout ça dans un récit dans lequel on peut donner du sens à ce qu'on fait et du sens aux technologies qu'on utilise. Alors, très vite, on débouche sur, ah oui, d'accord, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait aussi des repères sur le type de société qu'on contribue à construire. Et on va se poser la question de la place de la technologie, de la technoscience, pour dire comme ça, en fonction de ce qu'on aura un peu décrit comme une société désirable. Dans le bouquin, on parle de société désirable, un monde habitable. On voit bien un petit peu, parce que habitable, c'est aussi l'idée de la durée, quoi, hein. C'est notre désir à ce jour, mais aussi la possibilité pour les générations futures. Alors, on a trouvé 3 critères sur lesquels on s'est mis d'accord, trois registres de choses qui nous paraissaient pouvoir être un peu comme une boussole. On a employé ce mot. Donc, l'environnement comme urgence. Et donc, se poser la question des technologies. Alors, dans ces externalités négatives, les gaz à effet de serre, la consommation des ressources, mais aussi évidemment la gestion de l'énergie de manière beaucoup plus rationnelle par la gestion automatique entre le jour, la nuit, ceux qui consomment peu, ceux qui consomment moins, les outils, les entreprises et puis les outils ménagers qui utilisent ça et qui peuvent, grâce à l'informatique, grâce au numérique, d'une façon générale, avoir une gestion plus écologique. La démocratie comme principe.
C'est-à-dire qu'il s'agit, encore une fois, de considérer que, y compris, on s'est interrogé sur les civic tech, par exemple, qui sont quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut consulter très rapidement un nombre beaucoup plus grand de personnes. Simplement, est-ce que lorsqu'on consulte en ligne, est-ce que ça peut se substituer à la délibération? Et de la même manière qu'une délibération organisée en ligne, est-ce qu'elle peut vraiment se substituer à la réunion qu'on utilise, qu'on organise, pardon, à Doux ou à Coulommiers pour pouvoir aussi en face à face débattre des choses? Est-ce qu'il ne faut pas à chaque fois se dire, est-ce que en substituant une activité comme la délibération, la rencontre, le face-à-face, par la technologie, est-ce qu'on ne va pas amoindrir, est-ce qu'on ne va pas affaiblir? Ou au contraire, est-ce qu'on peut l'utiliser en complément pour enrichir notre capacité à associer plus de gens dans la délibération? Donc c'est ça, la démocratie, on l'entend vraiment comme une manière de vivre ensemble, comme des comportements et pas simplement comme des institutions de la démocratie, le vote, etc. C'est pour ça qu'on dit que c'est un bien commun qui est fragile. Alors les institutions aussi peuvent être fragiles, mais quelquefois les institutions restent et la démocratie, elle, ne fonctionne plus derrière. Je passe sur l'histoire des fake news parce que c'est effectivement aussi, on voit bien la vitesse avec laquelle on peut propager des choses, avec le côté viral de ces informations. Et puis, une troisième chose qui était l'inclusion comme exigence, c'est-à-dire que si on est dans une société désirable, ce n'est pas une société qui va être où les inégalités vont croître, une société dans laquelle la domination de certains sur d'autres va augmenter. C'est au contraire une société dont on juge de la valeur à partir de ceux qui sont les plus en difficulté. C'est ça qui donne la valeur de la société, c'est quelle est la situation de ceux qui sont, pour des raisons diverses, professionnelles, familiales, les épreuves de la vie, les situations des pays dans lesquels ils sont, des régions dans lesquelles ils sont. Évidemment, on pense à la guerre aujourd'hui, et donc il faut aussi intégrer ce troisième élément. Et les trois, voilà, ça nous est apparu comme les trois fonctionnant de manière intéressante et étant des repères aussi pour juger donc, de l'utilisation qu'on va faire de la technologie. L'inclusion, alors on a les droits d'auteur, juste parenthèse, sont reversés entièrement à TD Quart Monde du bouquin. Donc si vous l'achetez, vous faites en plus contribuer au développement d'ATD Quart Monde. Mais pourquoi? Parce qu'ATD Quart Monde a posé effectivement, et dans ses actions, aujourd'hui, a beaucoup d'actions contre ce qu'on appelle la fracture numérique. Donc, c'est à la fois la fourniture de matériel, y compris par exemple à des élèves à l'école, au collège, et c'est aussi l'apprentissage des usages, y compris des professionnels qui peuvent savoir se servir très bien d'un téléphone portable, mais qui sont infoutus de s'en servir dans une recherche d'emploi, par exemple. Donc, ces fractures, elles peuvent aussi être renforcées par le numérique. Comme elles peuvent être, par exemple, on le voit bien, dans le milieu rural, ça peut être aussi, le numérique peut être utilisé comme une manière, au contraire, de lutter contre les fractures territoriales, cette fois. Est-ce que oui, oui, vas-y. Non, je t'en prie. Non, je voulais savoir si la réponse satisfaisait Didier. Voilà, je le laisse répondre. Didier? Bien sûr, au-delà de désespoir. En tout cas, ce qui est apparu aussi important, c'est qu'on a découvert qu'à l'ONU, il y avait un rapport pour essayer d'étendre la notion d'État-providence, qui est le welfare state, qui est plutôt social, médical, etc., à un État de providence numérique. C'est-à-dire qui inclut cette lutte contre cette répartition de l'accès au numérique un peu à tout le monde comme un espèce de droit fondamental. Donc ça nous a paru très important. Et puis, avec tout ça, il peut y avoir toutes les actions, toutes les positions de la TD, mais on vient de le dire. Mais ça va loin parce que cette inclusion, est-ce que c'est compatible avec, par exemple, la concurrence pure et dure sur les accès à haut débit, par exemple? Et donc, ça va au-delà de l'inclusion comme vue comme une règle morale, à la limite. C'est quand même un questionnement extrêmement économique, extrêmement politique qui est derrière. On peut voir l'inclusion au niveau de l'hôpital, on peut voir l'inclusion au niveau de l'école, au niveau de toutes les infrastructures,
mais on conçoit quand même tout ce qui est de l'ordre du numérique comme encore quelque chose du domaine concurrentiel. Voilà, donc je dis ça, politiquement, c'est assez lourd finalement. Voilà. D'où l'importance des régulations qui sont à réintroduire. Il y a effectivement des comportements personnels qui sont éventuellement sur lesquels il faut être vigilant. Il y a aussi les régulations publiques qui sont absolument indispensables, évidemment. Et là, l'Europe, là-dessus, avec les différents accords qui sont en cours de signature sur la protection de l'usager, la protection de la concurrence libre et non faussée entre entreprises, et puis la gouvernance du dispositif, sans l'aborder, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Alors, on voit des questions qui apparaissent, donc on les a. Oui, on va malheureusement devoir s'arrêter là, puisque on est au bout du temps qu'on s'était donné. Il y a un commentaire de Romain là, qui doit nous quitter parce qu'il avait un autre rendez-vous et qui vous remercie pour la qualité de la présentation. Bernard, Jean-Marie, merci beaucoup pour la richesse des éléments que vous nous avez apportés ce soir, qui nous donnent de la matière pour penser cette place du numérique dans nos vies, dans nos activités et nous, plus concrètement, pour la fabrique dans notre réseau et dans les liens que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous. Et, merci aux intervenants, c'était vraiment très passionnant. On est un petit peu frustrés, mais c'était super. Oui. On s'en excuse. Non, c'était très bien. Vous aviez beaucoup de choses à nous dire et c'était très bien de faire une place à tout ça, même si on voit qu'il y aurait encore beaucoup à dire, mais c'est à ça que servent les livres aussi. Voilà, c'est prendre le temps de déposer des idées et d'en prendre connaissance. Et au plaisir d'autres échanges. Et là, c'était une mise en appétit. Merci beaucoup. Des petits signes. Voilà. Bonne soirée à toutes et tous. Et... Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci.